Viens ici, petit, montre-moi comment on joue aux échecs dans les bas-fonds, lança Victoria Whitman, sa voix résonnant dans le salon de son manoir de Beverly Hills, empreinte de l'arrogance typique de ceux qui n'ont jamais eu à gagner quoi que ce soit par leurs propres moyens. Diego Santos, 17 ans, aidait sa mère Carmen à servir les invités lors d'un dîner de charité lorsque la millionnaire décida de faire de lui le divertissement de la soirée. Les autres invités, hommes d'affaires, politiciens et leurs épouses ennuyées, riaient discrètement derrière leur coupe de champagne à 1 000 $. Victoria avait organisé cet événement pour collecter des fonds pour les jeunes défavorisés, mais il était clair qu'elle n'avait pas prévu d'en avoir un servant des canapés dans sa propre maison. L'ironie lui semblait délicieuse. « Je parie qu'il sait au moins déplacer les pièces », poursuivit Victoria, désignant l'échiquier italien qui ornait la table basse. « Ce sera amusant de voir ce que ce garçon peut faire contre quelqu'un qui a vraiment étudié le jeu. » Monsieur Hamilton, propriétaire de 3 chaînes hôtelières, murmura à sa femme. « Je parie qu'il ne sait même pas que le cavalier se déplace en L. » Les rires se propagèrent dans la pièce comme des vaguelettes sur un lac de supériorité. La mère de Diego, Carmen, baissa les yeux, serrant son plateau d'argent. 20 ans à nettoyer cette maison, à élever seul son fils avec un salaire de femme de ménage, et elle devait encore supporter que sa patronne utilise son garçon comme une blague pour impressionner ses riches amis. Elle connaissait Victoria depuis sa jeunesse, l'ayant vue se transformer d'une héritière gâtée en une mondaine cruelle au fil des années. « Carmen, tu peux arrêter de servir quelques minutes, » ordonna Victoria avec une fausse bienveillance. « Je veux que tu regardes ton fils jouer, ce sera éducatif pour vous deux. » Diego, cependant, resta immobile quelques secondes, ses yeux sombres analysant non seulement l'échiquier, mais chaque visage dans la pièce. À 17 ans, il avait déjà appris que le silence révèle souvent plus sur les gens que 1000 mots. Et à cet instant, il voyait un groupe d'adultes privilégiés qui n'avaient aucune idée de qui ils avaient en face d'eux. Quelque chose dans la posture de Diego fit taire certains rires. Une étrange immobilité, comme le calme avant la tempête. Ses doigts bougeaient inconsciemment, comme s'il visualisait des coups sur un échiquier invisible. « Bien sûr, Madame Whitman », répondit Diego avec un calme qui fit échanger des regards curieux à certains invités. « Ce sera un plaisir. » Victoria sourit, satisfaite, s'installant dans son fauteuil en cuir comme une reine prête à regarder des gladiateurs. « Excellent! Je parie que tu n'as jamais joué sur un échiquier comme celui-ci, n'est-ce pas? Marbre italien authentique, chaque pièce vaut plus que... Eh bien, tu sais. » La représentante d'État Jennifer Mills, assise près de la fenêtre, commenta à voix haute. « Victoria, es-tu sûre que ce n'est pas cruel? Le pauvre garçon va être humilié. »« Teit. Absurde, » rétorqua Victoria, ajustant ses boucles d'oreilles en diamant. « C'est une opportunité d'apprentissage. Il pourra raconter à ses amis qu'il a joué aux échecs dans un vrai manoir. » Ce que Victoria Whitman ignorait, et qu'elle découvrirait de la pire des manières, c'est que ce gamin des bas-fonds avait passé les 8 dernières années à étudier chaque ouverture, chaque stratégie, chaque piège conçu par les grands maîtres. Pendant que ses camarades jouaient à des jeux vidéo, Diego dévorait des livres d'échecs empruntés à la bibliothèque publique et regardait des parties légendaires sur l'ordinateur cassé qu'il avait réussi à réparer. Aux petites heures du matin, lorsque Carmen travaillait à double, Diego analysait les parties de Kasparov, Fischer et Carlsen. Il avait mémorisé plus de 200 ouvertures différentes et pouvait réciter de mémoire les 50 défenses les plus célèbres de l'histoire des échecs. Mais surtout, elle ignorait qu'elle allait être humiliée par le garçon qu'elle avait sous-estimé par pur préjugé devant tous ses amis puissants. Et quand la vérité éclaterait, ce ne serait pas seulement une défaite aux échecs, mais une leçon qu'elle porterait pour le reste de sa vie. Alors que Victoria disposait les pièces avec des gestes théâtraux, Diego observait chaque invité. Quelque chose dans ses yeux suggérait qu'il ne se préparait pas seulement à une partie, mais à réécrire toutes les présomptions dans cette pièce sur qui méritait vraiment le respect. Si cette histoire de préjugés et de dépassement de soi vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui s'est passé ensuite a montré que juger quelqu'un sur son apparence peut être l'erreur la plus coûteuse qu'une personne puisse commettre. Victoria prit place du côté des Blancs, avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais perdu quelque chose d'important.
Je joue toujours avec les Blancs, ma chère. C'est une tradition familiale, dit-elle, ignorant totalement qu'en échec sérieux, la couleur des pièces est déterminée par tirage au sort. Diego hocha la tête en silence, disposant ses pièces noires avec une précision qui fit froncer les sourcils de M. Hamilton. Chaque pièce était placée exactement au centre de sa case, parfaitement alignée, comme si cet échiquier de marbre italien n'était qu'un parmi les centaines qu'il avait affrontés. « Rendons cela intéressant », annonça Victoria aux invités. « Si le garçon parvient à me donner ne serait-ce qu'une petite frayeur, je donnerai 1000 dollars à, je ne sais pas, une école publique. » Les rires résonnèrent à nouveau dans la pièce, mais cette fois, Diego leva les yeux et sourit. Un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Carmen sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle connaissait ce sourire. C'était celui que Diego arborait enfant, chaque fois que quelqu'un le sous-estimait dans les compétitions scolaires, le même sourire qu'il avait à 12 ans lorsqu'il lui avait dit qu'il n'avait plus besoin de son aide pour ses devoirs de mathématiques. Victoria ouvrit la partie avec un mouvement de pion conservateur et 4. Défense indienne du roi, ma chère. Une ouverture classique apprise à Harvard, expliqua-t-elle avec condescendance, comme si elle enseignait à un enfant comment lasser ses chaussures. Diego répondit instantanément avec C5, la défense sicilienne. Un silence gêné emplit la pièce. Ce n'était pas le coup de quelqu'un qui sait à peine déplacer les pièces. C'était la réponse de quelqu'un qui connaissait la théorie. « Intéressant !» murmura la Congresswoman Mills, se penchant en avant. Victoria hésita 3 secondes, assez longtemps, pour que Diego comprenne qu'elle avait mémorisé une demi-douzaine d'ouvertures, mais ne comprenait pas vraiment les principes qui les sous-tendaient. Elle joua NF3, suivant un schéma qu'elle avait probablement appris dans un club mondain. Pendant que Victoria réfléchissait à son prochain coup, Diego se permit un bref voyage dans ses souvenirs. 8 ans plus tôt, à seulement 9 ans, il avait trouvé un livre d'échecs déchiré dans la poubelle de la bibliothèque. Il l'avait ramené chez lui, caché dans son sac à dos, et avait demandé à Carmen de lui apprendre les règles de base. « Mijo, pourquoi veux-tu apprendre ça? » avait demandé sa mère, épuisée après une double journée de ménage. « Pour être comme les enfants riches, maman. Ils disent toujours qu'ils sont plus intelligents que nous. » À l'époque, Carmen gagnait seulement 600 dollars par mois. Pas d'argent pour des cours, un ordinateur, quoi que ce soit. Mais il y avait la bibliothèque publique qui devint la deuxième maison de Diego. Chaque jour après l'école, il marchait 3 kilomètres pour étudier des parties historiques dans des livres poussiéreux que personne d'autre ne touchait. Victoria joua finalement D3, un coup timide qui révélait sa nature conservatrice, tant aux échecs que dans la vie. Elle préférait des positions sûres, de contrôle, où la classe sociale pouvait garantir la victoire. Diego répondit avec NC6, développant avec intention. Chacun de ses coups était exécuté en moins de 5 secondes, comme s'il suivait un script mental mémorisé des années auparavant. « Notre petit garçon va trop vite », commenta Victoria aux invités. « Aux vrais échecs, on réfléchit avant de jouer. » C'est alors que Diego commit sa première erreur psychologique. Il fit une pause, prétendant réfléchir profondément pendant 15 secondes, et joua G6, préparant le fianchetto de l'évêque. C'était un coup qu'un débutant aurait pu faire instinctivement, mais il faisait partie d'un plan stratégique complexe qui se révélerait dans 10 coups. « Ah, vous voyez », se tourna Victoria triomphalement vers les invités, « il n'a pas la patience de réfléchir. Typique. » Mais M. Hamilton, qui avait joué aux échecs à l'université il y a 40 ans, reconnut le schéma. « Victoria, ce garçon prépare un dragon accéléré. »« Un quoi? » répondit-elle, agacée d'être interrompue dans sa démonstration de supériorité. « C'est une variation de la sicilienne, assez sophistiquée. » Victoria regarda l'échiquier avec une nouvelle tension dans les épaules. Absurde. Il a dû voir ça dans un film. Mais au fur et à mesure que les coups avançaient, quelque chose de troublant commença à prendre forme. Diego ne se contentait pas de répondre à ses coups. Il dictait le rythme de la partie. Chaque pièce qu'il développait occupait exactement la bonne case, créant une harmonie qui transformait l'échiquier en une sorte de symphonie visuelle. Carmen observait depuis un coin de la pièce, le cœur battant. Elle savait que Diego était bon, mais elle ne l'avait jamais vu jouer contre quelqu'un qui se prenait si au sérieux.
Et pour la première fois en 20 ans dans cette maison, elle vit de la peur dans les yeux de Victoria Whitman. La peur de découvrir que peut-être, juste peut-être, elle n'était pas aussi exceptionnelle qu'elle l'avait toujours cru. Chaque nouvelle tentative d'humiliation de Victoria ne faisait qu'alimenter quelque chose en Diego qu'elle ne pouvait voir. Une force silencieuse renforcée par l'injustice même qu'elle tentait d'imposer. Ce que ces privilégiés ignoraient, c'est que chaque acte de mépris signait sa propre condamnation, écrite sur les 64 cases de cet échiquier qui deviendrait bientôt le théâtre de l'une des plus grandes humiliations de l'histoire sociale de Beverly Hills. Le 10e coup de Diego révéla quelque chose qui fit s'étouffer M. Hamilton avec son whisky. Le garçon avait sacrifié un pion dans un coup apparemment innocent, mais tout joueur expérimenté reconnaîtrait le piège mortel qui se mettait en place. « Victoria », murmura Hamilton avec urgence, « ce garçon n'est pas un amateur. » Mais Victoria était trop déterminée à prouver sa supériorité pour écouter les avertissements. « Détends-toi. Il a dû mémoriser quelques coups sur Internet. J'en aurai fini dans 5 minutes. » C'est alors que Diego fit quelque chose d'inattendu. Il se leva calmement de sa chaise et s'approcha de Carmen, qui observait tout depuis un coin, les mains jointes. « Maman », dit-il à voix basse, dans un silence tendu qui résonna dans la pièce. « Tu te souviens quand tu disais qu'un jour je montrerais à ces gens qui nous sommes vraiment? » Carmen hocha la tête, les yeux brillants de larmes. Elle s'en souvenait parfaitement. C'était le jour des 15 ans de Diego, quand elle n'avait même pas assez d'argent pour un gâteau. Il l'avait trouvé pleurant dans la cuisine de leur petite maison et lui avait promis qu'un jour, il changerait tout. « Ce garçon a plus de classe que nous tous réunis », murmura la Congresswoman Mills à son mari, observant l'interaction entre mère et fils. Victoria tapota impatiemment ses doigts sur la table. « Peut-on continuer la partie? J'ai d'autres engagements aujourd'hui. » Diego revint à l'échiquier, mais quelque chose avait changé dans son attitude. Il n'était plus l'adolescent timide invité pour divertir. C'était un jeune homme portant sur ses épaules des années de sacrifice, d'études secrètes et une détermination forgée dans l'adversité. Son 11e coup fut exécuté avec une précision chirurgicale qui fit froncer les sourcils de Victoria pour la première fois. Il avait créé une double menace. Si elle protégeait son roi, elle perdrait sa dame. Si elle protégeait sa dame, elle serait échec et mat en 3 coups. « Ce n'est pas possible », murmura Victoria, étudiant l'échiquier avec attention pour la première fois depuis le début de la partie. C'est alors que Hamilton réalisa quelque chose de crucial. « Victoria, tu es en train d'être surpassée par un gamin qui n'a probablement jamais mis les pieds dans un club d'échecs formel de sa vie. » Alors que Victoria tentait de trouver une issue à son dilemme, Diego profita de l'occasion pour observer chaque visage dans la pièce. La Congresswoman Mills avait cessé de boire du champagne et se penchait en avant, fascinée. Le propriétaire de la chaîne hôtelière avait posé son téléphone. Même l'épouse de Hamilton, qui feuilletait un magazine de mode, suivait maintenant la partie avec attention. Carmen connaissait ce regard sur le visage de son fils. C'était le même qu'il avait à 12 ans lorsqu'il découvrit la section échecs de la bibliothèque publique, le même qu'il avait pendant 5 heures d'affilée à étudier des parties historiques sur un ordinateur lent et cassé, le même qu'il avait à 5 heures du matin pour résoudre des problèmes tactiques avant d'aller à l'école. Victoria fit finalement un coup, une tentative désespérée pour échapper au piège, mais il était trop tard. Diego avait calculé cette possibilité 6 coups plus tôt. « Échec », dit-il simplement, déplaçant sa dame à une position offrant 3 continuations gagnantes différentes. Le silence dans la pièce était assourdissant. Victoria regarda l'échiquier, puis Diego, puis de nouveau l'échiquier. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'une rage contenue face à la réalisation qu'elle était systématiquement détruite par quelqu'un qu'elle considérait comme inférieur. « Tu as dû voir cette séquence quelque part », dit-elle, la voix plus aiguë que la normale. Personne n'apprend ça tout seul. Diego sourit pour la première fois depuis le début de la partie. Vous avez raison, madame. J'ai appris ça de Garry Kasparov. Kasparov t'a enseigné? Demanda Hamilton incrédule. Pas personnellement, répondit Diego, déplaçant une pièce vers ce qui était clairement le coup final. Mais j'ai étudié toutes ces parties documentées. 132, pour être exact. Il a utilisé cette séquence particulière contre Karpov
en 1944, partie 23 du championnat du monde. Victoria regarda autour de la pièce, cherchant un soutien sur les visages des invités, mais ce qu'elle trouva fut quelque chose qu'elle n'avait jamais vu à son égard, une désapprobation silencieuse. Pour la première fois de sa vie, les gens autour d'elle n'étaient pas impressionnés par sa performance. Carmen s'avança, sa voix ferme et claire. Mon fils se levait tous les jours à 5 heures du matin pour étudier avant l'école. Il marchait 6 miles jusqu'à la bibliothèque publique parce que nous n'avions pas les moyens d'avoir Internet. Quand je travaillais à double, il restait éveillé toute la nuit à résoudre des problèmes d'échecs à la lumière d'une bougie parce que l'électricité était coupée. La pièce était maintenant complètement silencieuse. Diego regarda sa mère avec un mélange d'amour et de détermination qui fit détourner le regard à certains des présents. Honteux. « Échec et mat », dit Diego doucement, plaçant sa dame dans la position finale. Victoria fixa l'échiquier un long moment, comme si elle s'attendait à ce que les pièces changent de position d'elles-mêmes. Quand elle releva enfin les yeux, elle trouva Diego qui l'observait avec le même calme imperturbable qu'au début de la partie. Mais maintenant, quelque chose avait complètement changé dans la dynamique de la pièce. Les invités ne regardaient plus Diego comme un divertissement. Ils le regardaient comme quelqu'un qui venait de réécrire toutes leurs suppositions sur le talent, la classe et le mérite. Et ils regardaient Victoria avec un mélange de gêne et de déception qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Ce que Victoria Whitman ignorait encore, c'est que cette défaite sur l'échiquier ne serait que le premier coup d'un jeu beaucoup plus vaste qui allait commencer. Un jeu où toutes les règles sociales qu'elle avait toujours tenues pour acquises seraient remises en question, et où le garçon qu'elle avait sous-estimé prouverait que la véritable noblesse n'a rien à voir avec les noms de famille ou les comptes en banque. Victoria fixa l'échiquier pendant 15 secondes, qui parurent une éternité. Ses doigts tremblants touchèrent le roi renversé, comme s'il pouvait magiquement annuler l'échec et mat. Le silence dans la pièce était si épais qu'on pouvait entendre le tic-tac de l'horloge murale à 15 000 $. C'était de la chance, murmura-t-elle, la voix tremblante, toute confiance précédente envolée. Il a dû mémoriser cette séquence spécifique quelque part. Hamilton se leva de sa chaise et s'approcha de l'échiquier. « Victoria, ce garçon vient d'exécuter une variation de la sicilienne que même moi je ne connaissais pas. Et je joue à ce jeu depuis 40 ans. » La Congresswoman Mills sortit son téléphone et commença à enregistrer discrètement. En tant que politicienne expérimentée, elle reconnut immédiatement la valeur virale de ce moment. Une millionnaire raciste humiliée par un prodige qu'elle avait sous-estimé. « Je n'accepte pas ça », dit Victoria, se levant brusquement et renversant quelques pièces. « Quelque chose ne va pas ici. Personne n'apprend à jouer comme ça tout seul. Quelqu'un l'a entraîné spécifiquement pour m'humilier. » Diego resta assis, l'observant avec le même calme imperturbable. « Voulez-vous une revanche? Je peux jouer contre n'importe qui ici, ou contre tous en même temps, si vous préférez. » Le commentaire provoqua un murmure nerveux parmi les invités. C'était une offre qui semblait impossible, mais après ce qu'il venait de voir, personne n'osa douter de lui. « Tu es arrogant maintenant, » rétorqua Victoria, le visage rouge de colère et d'humiliation. « Un garçon des bas-fonds ne parle pas ainsi à ses supérieurs. » C'est alors que Carmen s'avança et, pour la première fois en 20 ans, regarda Victoria Whitman droit dans les yeux, sans baisser la tête. « Madame Whitman, » dit Carmen, la voix ferme et claire, « mon fils n'est pas des bas-fonds. Nous venons d'une communauté ouvrière et il n'est pas arrogant. Il est honnête sur ses capacités, ce que vous ne pouvez manifestement pas faire pour les vôtres. » La tension dans la pièce monta en flèche. Certains invités échangèrent des regards inconfortables, réalisant qu'ils assistaient à quelque chose de bien plus grand qu'une simple partie d'échecs. Victoria se tourna vers Carmen, furieuse. « Comment oses-tu me parler ainsi? As-tu oublié ta place dans cette maison? »« Non, » répondit Carmen calmement. « J'ai retrouvé ma valeur. » Hamilton intervint, clairement mal à l'aise avec la tournure de la conversation. « Victoria, peut-être devrions-nous reconnaître que ce jeune homme est vraiment talentueux. » Victoria rit amèrement. « Vous ne comprenez pas? C'était un coup monté. Quelqu'un l'a entraîné spécifiquement pour me ridiculiser dans ma propre maison.
Diego se leva enfin, et quand il parla, sa voix portait une maturité qui fit taire tous les adultes présents. « Madame Whitman, voulez-vous la vérité? Je n'ai pas été entraîné pour vous humilier. J'ai passé les 8 dernières années à étudier les échecs parce que je rêvais de jouer contre des gens qui respectent le jeu, des gens qui comprennent que le talent n'a pas de couleur, de classe sociale ou de nom de famille. » Il marqua une pause, regardant chaque personne présente. « Quand vous m'avez invité à jouer, comme dans les bas-fonds, j'ai pensé que j'aurais enfin une chance de montrer que je méritais le respect. Mais maintenant, je réalise que vous ne vouliez pas d'un match équitable. Vous vouliez un spectacle d'humiliation. » La Congresswoman Mills avait cessé d'enregistrer et observait la scène avec fascination. « Quel âge as-tu, petit? »« 17 ans, répondit Diego. « Et depuis combien de temps joues-tu sérieusement? »« 8 ans. » Mills regarda Victoria avec une expression mêlant incrédulité et désapprobation. « Victoria, tu viens d'être battue par un adolescent autodidacte, un adolescent dont la famille travaille pour toi, un adolescent que tu as invité à jouer par moquerie. » Victoria sentit le poids de chaque regard dans la pièce, et pour la première fois de sa vie, ce n'étaient pas des regards d'admiration ou d'envie, c'étaient des regards de jugement. « Je ne savais pas qu'il jouait sérieusement, » tenta-t-elle de se défendre, mais sa voix sonnait faible, même à ses propres oreilles. « La question n'est pas de savoir s'il jouait sérieusement, » dit Hamilton, clairement irrité. « La question est que tu l'as invité à jouer en supposant qu'il serait facilement battu. Pourquoi? Parce qu'il est le fils de ta femme de ménage? Parce qu'il est noir? Parce qu'il n'a pas d'argent? » Le silence qui suivit était dévastateur. Diego arrangea calmement les pièces sur l'échiquier, chaque mouvement exécuté avec précision. « Merci pour la partie, Madame Whitman. C'était éducatif. » Quand il eut fini, il se tourna vers sa mère. « Maman, on peut y aller? J'ai école demain. » Carmen hocha la tête, retirant le tablier qu'elle portait pour servir les invités. Mais avant de partir, elle se tourna une dernière fois vers Victoria. « Madame Whitman, merci de m'avoir montré que mon fils mérite d'être dans des endroits bien meilleurs que celui-ci. » Alors que la mère et le fils se dirigeaient vers la porte, la Congresswoman Mills les interpella. « Diego, es-tu intéressé par des bourses? Je connais des universités qui adoreraient avoir quelqu'un avec ton talent. » Diego s'arrêta et sourit, son premier sourire authentique de la soirée. « Très intéressé, madame. » Mills lui tendit sa carte. « Appelle-moi lundi. » Victoria regardait immobile, encore en train de réaliser comment elle avait perdu tout contrôle de la situation en moins d'1 heure. Elle était passée d'hôtesse respectée à la femme qui avait sous-estimé un prodige par préjugé devant d'importants témoins. Lorsque la porte se referma derrière Diego et Carmen, les invités restants se regardèrent dans un silence gêné. Hamilton fut le premier à se lever. « Je pense qu'il vaut mieux que je parte aussi. » Un par un, les invités commencèrent à partir, n'offrant que des adieux froids et des regards désapprobateurs. Victoria resta seule dans la pièce, fixant toujours l'échiquier où son arrogance avait été systématiquement détruite par un adolescent qu'elle considérait comme inférieur. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que cette nuit ne serait que le premier coup d'un jeu beaucoup plus vaste. Un jeu où Diego Santos réécrirait non seulement son histoire, mais remettrait en question tout le système de privilèges que des gens comme Victoria Whitman prenaient pour acquis. En rentrant chez lui avec sa mère sous les étoiles de Beverly Hills, Diego portait dans sa poche la carte qui allait changer sa vie pour toujours. Et dans son esprit, il calculait déjà, non pas seulement des coups d'échec, mais des coups dans un jeu bien plus grand. Celui de prouver que la véritable noblesse ne s'achète pas avec de l'argent, mais se gagne par le caractère. 6 mois plus tard, Diego Santos arpentait les couloirs de l'université de Stanford avec une bourse complète pour étudier l'ingénierie. La Congresswoman Mills avait tenu sa promesse, le mettant en contact non seulement avec des opportunités académiques, mais avec tout un monde de personnes qui reconnaissaient le talent indépendamment de l'origine sociale. La vidéo de cette nuit à Beverly Hills était devenue virale. 3 millions de vues en 2 semaines. Non pas parce que quelqu'un avait filmé la partie, mais parce que la Congresswoman Mills elle-même avait partagé l'histoire sur ses réseaux sociaux, faisant de Diego un symbole de dépassement de l'adversité et de Victoria, un exemple de ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on a des privilèges.
Jeune prodige détruit une millionnaire pleine de préjugés aux échecs, titraient les articles qui circulaient sur Internet. Les commentaires étaient implacables. Quelle honte pour cette femme! Et ce garçon mérite toutes les opportunités du monde, dominaient les sections de réponse. Victoria Whitman était devenue persona non grata dans ses propres cercles sociaux. Le club de golf avait annulé son adhésion après la pression d'autres membres. 3 organisations caritatives avaient retiré son nom de leurs événements. Même Hamilton, son ami de plusieurs décennies, avait commencé à l'éviter lors des rassemblements sociaux. Victoria a toujours été arrogante, mais je n'imaginais pas qu'elle pouvait être aussi cruelle, avait commenté l'épouse de Hamilton lors d'un dîner à Malibu. Humilier un enfant comme ça devant tout le monde. Le pire pour Victoria fut de réaliser que Diego n'avait jamais cherché la vengeance ou la notoriété. Il avait simplement joué aux échecs, quelque chose qu'il faisait naturellement, avec une maîtrise développée par des années de dévouement discret. L'humiliation qu'elle ressentait était auto-infligée, un résultat direct de ses propres suppositions pleines de préjugés. Carmen avait été promue superviseuse du ménage dans un hôtel 5 étoiles à Santa Monica, un emploi qui payait 3 fois plus et offrait des avantages médicaux complets. Ce n'était pas de la charité, c'était la reconnaissance du professionnalisme qu'elle avait toujours démontré, enfin valorisé par des employeurs qui voyaient au-delà des préjugés. Diego fonda un programme d'échecs en ligne gratuit qui mettait en relation des jeunes de communautés défavorisées avec des mentors universitaires. En moins de 6 mois, 200 enfants apprenaient non seulement à déplacer des pièces, mais aussi des stratégies de vie qu'aucune salle de classe formelle ne pouvait enseigner. Les échecs m'ont appris que chaque personne a une valeur stratégique unique, expliqua Diego lors d'une interview à CNN. Victoria Whitman m'a appris que certaines personnes doivent tout perdre pour comprendre ce qui compte vraiment. Lorsqu'on lui demanda s'il en voulait à la femme qui avait essayé de l'humilier, Diego sourit avec le même calme qu'il avait montré cette nuit fatidique. Les rancunes sont des pièces qui ne font qu'encombrer le jeu. Je préfère me concentrer sur ce que je peux construire. Victoria regarda cette interview seule dans son manoir, désormais vide des amis qui l'avaient abandonnée. Pour la première fois, elle comprit vraiment ce qu'elle avait perdu cette nuit-là. Non seulement une partie d'échecs, mais l'opportunité d'être une meilleure personne. Hamilton l'appela une fois après l'incident, juste pour dire « Victoria, c'est toi qui as créé cette situation. » Diego a simplement répondu avec une classe que tu aurais dû montrer dès le début. La leçon résonna au-delà de Beverly Hills. Diego prouva que la véritable noblesse ne vient pas des noms de famille ou des comptes en banque, mais du caractère forgé dans l'adversité et démontré par des actions. Il transforma les préjugés en objectifs, l'humiliation des autres en sa propre croissance. Aujourd'hui, lorsque Diego regarde l'avenir, il ne voit pas de limites imposées par les autres, mais des possibilités créées par sa propre détermination. Victoria avait essayé de le diminuer pour se sentir plus grande, mais elle avait fini par révéler que la véritable grandeur se mesure par la capacité à élever les autres, non à les rabaisser. Carmen encadra fièrement une photo de Diego recevant sa première distinction académique à Stanford. À côté, un certificat du programme d'échecs qui avait déjà impacté des milliers de jeunes, des réalisations qu'aucun argent ne pouvait acheter et qu'aucun préjugé ne pouvait voler. La meilleure revanche, comme Diego l'a découvert, n'est pas de détruire ceux qui tentent de vous diminuer. C'est de construire quelque chose de si extraordinaire que leur médiocrité devient insignifiante par comparaison. Victoria Whitman avait essayé d'en faire un divertissement, mais Diego Santos devint une inspiration. Et cette différence définit non seulement qui gagne aux échecs, mais qui gagne dans la vie. Si cette histoire de dépassement de l'adversité et de justice vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres récits qui prouvent que le véritable pouvoir ne réside pas dans les privilèges, mais dans la transformation des obstacles en opportunités pour une croissance extraordinaire.